Les habitants de Temprance se blottissent chez eux, tremblant dans l'obscurité. Ils sont assis sous les fenêtres, serrant leurs chapelets et murmurant désespérément à un Dieu qu'ils espèrent encore présent. Il n'y a pas de lumière dans la ville, pas de brise non plus. Juste le grondement lent et rythmique de pas colossaux. Le shérif adjoint se tient dos au mur, n'osant pas regarder par la fenêtre suivante. Sur la table se trouve un vieux verre d'eau poussiéreux. Chaque pas envoie des ondulations à sa surface. Il serre la mâchoire, agrippe son fusil et fixe le verre alors que les ondulations deviennent de plus en plus fortes. Quelle malédiction s'était abattue sur cette ville? Quel péché grave avait eu lieu ici qui avait annoncé l'arrivée de ces démons? Une ombre passe devant la fenêtre. Le shérif adjoint se plaque encore plus fort contre le mur, ferme les yeux et tremble. Les pas sont maintenant si bruyants qu'il sent la terre trembler sous lui. Une photographie de lui et de sa mère tombe par terre. Le shérif adjoint tend la main pour l'attraper. Il prie dans son poing ensanglanté pour que le démon dehors ne l'entende pas, mais les pas s'arrêtent. L'ombre qui était passée devant la fenêtre revient. Il entend le bruit d'une respiration, aussi forte qu'un soufflet de forge, juste de l'autre côté de la vitre. Dans le reflet des éclats du cadre photo brisé posé là, il le voit. Un œil de la taille de sa tête, démoniaque et affamé, le fixe à travers la fenêtre, à moins d'1 mètre de lui. Avec du courage, il se retournerait maintenant et tirerait sur le démon en plein dans l'œil. Mais tout ce qui se passe à la place, c'est une tache chaude et humide qui s'étend sur son jean. Dehors, dans la rue, une agitation éclate. Des voix crient et hurlent, et puis, en une fraction de seconde, l'ombre disparaît de la fenêtre. Le shérif adjoint s'accorde juste une seconde pour reprendre son souffle et réaliser qu'il est encore en vie avant que cette sensation familière de malaise ne lui serre l'estomac. Il se retourne brusquement, horrifié, vers la fenêtre. Le prêcheur et plusieurs membres de sa congrégation sont sortis en courant par les portes ouvertes de l'église, agitant leurs crucifix et leurs chapelets. À plein poumon, ils récitent des prières en direction du démon, courant dans tous les sens pour tenter de l'encercler. Mais avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, leurs prières ferventes sont noyées par un rugissement féroce et assourdissant. Puis, Tyrannosaurus Rex se jette sur le prêcheur. On parlait toujours de l'enlèvement dans la ville de Temprance, Montana. Vivre dans l'Ouest sauvage, dans une ville de seulement 40 âmes, donnait souvent l'impression que la fin du monde était déjà arrivée. Entouré par la cambrousse du Montana, avec seulement de rares marchands ou des bandes de bandits itinérants qui passèrent de temps en temps, il était tout à fait possible que la fin du monde ait eu lieu, que Dieu ait oublié d'envoyer des anges à Temperance. Jusqu'à ce que l'éclair se produise. C'est comme ça que les habitants de la ville l'appelaient. L'éclair. Tout le monde, hommes, femmes et enfants, ont tous rapporté avoir vécu exactement la même chose au même moment. Une lumière blanche envahit leur vue. Ils étaient tous ensuite sortis sur leur porche, plissant les yeux sous le soleil d'été, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Le shérif adjoint s'en souvenait comme si c'était hier. C'est à ce moment-là qu'il a regardé dehors et s'est rendu compte qu'il n'était plus dans le Montana. Les prairies sèches alentours avaient disparu. Leur forme était toujours là, bien sûr, mais l'herbe avait disparu, l'air était différent et le ciel était plus lourd. Des arbres avaient poussé tout autour d'eux. Pas seulement de jeunes arbres, mais aussi de grands arbres luxuriants et un sous-bois dense. Il faisait humide, l'air semblait presque plus riche. Tellement riche qu'en inspirant, on a la tête qui tourne. C'est à ce moment-là qu'un des habitants du village s'est mis à crier. Le shérif adjoint s'est précipité, mais à son arrivée, il était déjà trop tard. Le corps était déjà sans vie. 6 personnes sont mortes lors de l'éclair. Le vieux Pete, Mary et les 4 descendants d'Annette. La plupart des poules étaient également mortes. L'un des chevaux était affalé sur le sol devant le saloon, la tête à moitié immergée dans l'abreuvoir. Nul ne comprenait ce qui les avait tués, ni pourquoi les autres survivaient. Mais même ceux qui avaient survécu se sentaient vraiment mal. Ils avaient la tête qui cognait, la bouche sèche, des vagues de vertige les envahissaient et ils ont titubé tout le reste de la journée. Le shérif adjoint s'efforce de relater ces événements dans son journal. Il n'a jamais été vraiment un érudit, n'ayant appris à lire qu'à 17 ans, mais il a maintenant 19 ans et il manie de mieux en mieux les mots. Il se creuse la tête en s'asseyant à son bureau, essayant de donner un sens à la journée qu'il vient de passer, tout en se rappelant quelle forme biscornue correspond à quel son.
Ceci lui semble important. Bien qu'il veuille seulement se coucher, il doit tout noter pour que personne n'oublie. Il entend de sa fenêtre le bruit des villageois dehors. Nombre d'entre eux avaient passé la journée à penser qu'ils avaient atterri au paradis, que leur Dieu avait vu leur dur labeur dans cette ville digne de son royaume et les avait choisis pour être les premiers à arriver au jardin d'Éden. Le shérif adjoint était optimiste en voyant toute cette verdure luxuriante. Ce n'est qu'après avoir parlé au shérif qu'il a compris la gravité de la situation. Il s'éclaircit la gorge au moment où l'horloge murale sonne. Il doit enfin accomplir la tâche qu'il redoute depuis le début de la soirée. Le shérif adjoint se lève de la table, s'approche de la porte arrière et prend l'appel. Ces corps ne s'enterreront pas seuls. Le shérif organise une réunion municipale le lendemain. Comme prévu, cela dégénère en pur chaos. Certains sont submergés par la paranoïa, tandis que leurs voisins sont convaincus d'être arrivés au paradis. Au milieu de l'agitation, personne ne remarque l'ouvrier agricole tentant d'alerter sur la disparition de ses poules. Ayant peu dormi et luttant contre un fort mal de tête, le shérif adjoint sort aider le jeune garçon. Tout pour fuir le chaos de la réunion à la mairie. Le garçon l'emmène derrière au poulailler et tente d'expliquer la situation. Le gamin maîtrise mal l'anglais, mais le shérif adjoint parle assez espagnol pour compenser. Au début de la veille, il y avait 20 poules. Au moment de l'éclair, 8 étaient mortes. Le gamin fait un geste vers le poulailler et le shérif adjoint regarde autour de lui, perplexe quant à ce que son compagnon veut dire. En effet, le garçon a raison, il y a quelque chose qui cloche. Il devrait rester 12 poules, mais il n'en compte que 6. Il demande au garçon, en espagnol approximatif, ce qu'il a fait des corps des poules mortes la veille. Le garçon explique qu'il les avait mises près de la grange, au cas où elles seraient malades ou contaminées. Il emmène le shérif adjoint au coin de la grange, mais il ne voit rien. Rien, sauf une empreinte géante dans la terre. Le shérif adjoint s'accroupit, plus confus que jamais. Ce n'est ni une trace de coyote ni d'ours. C'est plus grand que les deux. Ce n'est pas la taille qui le trouble le plus. C'est la forme. S'il ne savait pas, il croirait que l'empreinte vient d'un seul poulet géant. La semaine suivante, le shérif et son adjoint luttent sans relâche pour contenir le chaos en ville. Privés de leurs animaux et du commerce habituel, les réserves de nourriture s'épuisent. En plus de cela, le shérif instaure la règle selon laquelle aucun habitant de la ville n'est autorisé à quitter le périmètre de la ville tant qu'ils n'ont pas une meilleure compréhension de la situation. Beaucoup de gens n'apprécient pas cela. Un groupe en particulier, qui ne faisait que traverser la ville lorsque le flash s'est produit, décide de partir au beau milieu de la nuit, volant l'un des rares chevaux restants dans une tentative de s'enfuir. Nul ne sait ce qui lui est arrivé, mais le shérif adjoint découvre, lors de sa promenade matinale du lendemain, une calèche abandonnée à environ 1 ou 2 miles, sans cheval. Dans leur précipitation à fuir, ils ont oublié des affaires, dont une pile de dynamite. On peut dire sans risque qu'ils ne sont pas allés loin. Le shérif, dans une tentative de calmer certaines des rébellions qui éclataient à travers la ville, dit qu'il va partir en mission de reconnaissance, emmenant avec lui 2 autres hommes et le seul cheval restant. Le shérif part, laissant le shérif adjoint aux commandes. Le jeune homme de 19 ans ne se sent pas du tout maître de la situation, surtout alors que les jours passent, des bagarres éclatent presque quotidiennement. Souvent, le shérif adjoint ignore qui a raison. Une nuit, quand le prédicateur entre discrètement dans sa chambre et le réveille tôt le matin, le shérif adjoint manque de lui tirer dessus, effrayé. Sans un mot, le prédicateur l'entraîne vers la fenêtre et lui montre du doigt l'obscurité en direction des tombes peu profondes qu'ils ont creusées pour les gens morts le jour de l'éclair. L'estomac du shérif adjoint se noue. Ce qu'on ne peut décrire que comme un démon est en train de creuser les tombes. Haut de 2,50 m et enveloppé de ténèbres, il a un corps semblable à un serpent, mais avec une puissante paire de pattes arrière et une queue torsadée. Sa tête est normale, ses yeux brillent en rouge même la nuit. Il dévore ce qu'il y a dans la tombe ouverte, avalant des morceaux entiers de l'homme enterré là. Les mains tremblantes, le shérif adjoint attrape son fusil, ouvre la fenêtre et vise le monstre. Le claquement d'un coup de feu et un éclair de lumière interrompent l'obscurité. La créature se retourne à moitié, puis reprend son festin, manifestement indifférente. Un nuage de poussière à ses pieds lui indique qu'il a raté son premier tir. Il se ressaisit et tire encore et encore, cette fois réussissant à l'atteindre. Le démon siffle et se tourne vers lui, frustré, aboyant et criant d'une voix étrange, avant de se retourner et de reprendre son repas.
il a reçu la balle de fusil dans la cuisse sans broncher. Dès qu'il a vu ça, le shérif adjoint n'avait plus envie de tirer avec son arme. Le chaos couvait depuis quelques jours. Le lendemain matin, tout explose. Le shérif adjoint, la voix enrouée d'avoir crié, tente en vain toute la journée de contenir l'hystérie de la foule. Dès le matin, dès qu'il a été certain que le démon était parti, le prédicateur a couru dans tout l'hôtel pour raconter à tout le monde exactement ce qui s'était passé. Désormais, les habitants de la ville sont convaincus d'être en enfer, non plus au jardin d'Éden. Il en est arrivé à un point où le shérif adjoint ne pouvait plus rien faire. Il s'est enfermé chez lui et a simplement attendu que la tempête passe. La foule ne tarda pas à se taire, cependant, lorsque 3 silhouettes revinrent en ville. Le shérif, accompagné des 2 hommes qu'il avait emmenés avec lui. Il expliqua, d'une voix trop épuisée pour édulcorer la vérité, qu'ils avaient rencontré un énorme reptile de la taille d'une maison, qui avait saisi le cheval juste à côté de lui et l'avait projeté en l'air comme s'il ne s'agissait que d'un simple rat. Et ce n'était qu'une question de temps avant que ce prédateur gigantesque ne trouve son chemin jusqu'à leur ville. Et, comme on pouvait s'y attendre, cette nuit-là arriva. Le shérif adjoint tremble, debout près de sa fenêtre, fixant le dinosaure dans le reflet du cadre photo brisé. Il est monstrueux et il le fixe du regard. Puis la cohue éclate. Le prédicateur et des membres de sa congrégation sortent en courant de l'église, agitant crucifix et chapelets, chantant, priant et cherchant à encercler le monstre. Le shérif adjoint sort en hâte du bâtiment et voit le T-Rex attaquer le prédicateur. Le dinosaure aurait pu l'avaler d'un coup, mais ne le fait pas. À la place, il plante ses dents dans lui, le projette en l'air avant de le rattraper et de le mâcher, alors qu'il hurle toujours. Tout le courage, toute la combativité quitte soudainement la congrégation alors qu'ils se retournent et courent vers leur maison. Mais à présent, il est trop tard. Le chasseur est chassé. Courant après eux avec des pas tonitruants, il les attrape un par un, les emportant dans ses mâchoires et projetant du rouge sur les façades de toutes les maisons et sur l'église elle-même. Des coups de feu retentissent sur la place. Le shérif adjoint réalise qu'il n'a rien fait. Alors, il charge son fusil et commence aussi à tirer sur la bête. Les balles piquent sa peau épaisse, sans même faire couler de sang. Les éclairs et les bruits semblent suffire à exciter davantage le monstre. Il balance sa queue colossale, frappant les bâtiments et projetant éclats de bois et verre brisés sur la place. Puis, sortant de l'un des bâtiments, surgit le shérif. Avec un regard d'une détermination d'acier sur le visage, il plonge la main dans sa poche et en sort une liasse de dynamite. Il rugit de toutes ses forces. Cela semble pitoyable et minuscule comparé à la créature qui se tient devant lui, mais c'est suffisant pour attirer son attention. Le T-Rex se tourne et s'avance lourdement vers lui, la bouche baveuse et la langue fouettant l'air. Le shérif semble savoir ce qu'il doit faire. Il fait un signe de tête à son adjoint de l'autre côté de la place avant d'allumer la mèche. Il court en avant et saute dans la gueule du T-Rex, le bras tendu devant lui. L'explosion est si vive qu'on croirait que l'éclair s'est produit à nouveau. Un grondement inimaginable déchire toute la ville, faisant trembler les vitres dans leur cadre. Quand la poussière retombe, la créature est morte. Elle gît dans la poussière, ensanglantée et immobile. Les villageois restent là à regarder jusqu'à ce qu'un des enfants se tourne vers le shérif adjoint. Et maintenant ? SCP-4003 est la désignation générale pour la ville de Tempérance, située près de Jordan, dans le Montana. Des efforts visent à effacer toute trace de la ville, mais la Fondation a trouvé de nombreuses preuves confirmant son existence historique. La ville possède un saloon, un bureau du shérif, un comptoir commercial, une épicerie, une église et des maisons sur sa rue principale. La ville est d'abord mentionnée en 1859 dans les journaux d'un chercheur d'or. On peut affirmer qu'elle n'a eu qu'un rôle mineur dans l'histoire des États-Unis, c'est-à-dire jusqu'à sa disparition. Un jour de novembre 1866, la ville de Temperance, dans le Montana, a disparu. Du moins, c'est l'impression qu'avaient ceux qui se trouvaient à l'extérieur de la ville. Pour tous ceux qui ont eu la malchance de se trouver dans la ville le jour de sa disparition, ils se seraient retrouvés transportés à l'époque du Crétacé, il y a environ 66 millions d'années. Les enquêtes continuent pour comprendre la cause de ce déplacement temporel. Il existe plusieurs théories reliant les événements du SCP-4003 à d'autres phénomènes SCP, comme le SCP-3834. Reconstituer les événements qui ont suivi le déplacement de la ville est difficile. La ville a été découverte en 1871 profondément sous terre par un chercheur d'or.
Les archéologues croyaient d'abord à des restes néandertaliens, mais ils se sont révélés être Homo sapiens. La fondation SCP est intervenue et a administré des agents hypnosuggestifs à toutes les personnes impliquées avant d'établir le site 1200 comme base d'excavation. Officiellement, la mine et la ville de Temperance n'existent pas et n'ont jamais existé. La ville a été transportée dans le passé, mais pas ramenée à son emplacement d'origine. Au lieu de cela, elle est restée sur place pendant des millions d'années, étant progressivement ensevelie sous terre où les habitants ont été fossilisés. Cela signifie que dans les années 1800, lorsque Temperance a été construite, elle était en réalité bâtie à environ 60 mètres au-dessus de sa propre version fossilisée datant de millions d'années. Assez déroutant pour toi, non? La ville a été une ressource très utile pour les paléontologues de la Fondation. Plus de 50 vestiges de dinosaures ont été découverts dans et autour de la ville excavée, y compris 2 squelettes de Tyrannosaurus rex, bien que l'un d'eux est notamment dépourvu de tête. Les restes humains semblent globalement cohérents avec un enfouissement de 66 millions d'années, mais il y a un certain nombre d'objets non organiques qui semblent être dans un état exceptionnellement bon. Une paire de revolvers a été retrouvée dans un très bon état pour leur âge. Ils ont subi l'oxydation attendue et leurs crosses en bois se sont décomposées, mais la partie métallique semble être en très bon état. Il y a aussi un crucifix en argent qui a été retrouvé en excellent état, paraissant plus récent que beaucoup d'artefacts similaires découverts il y a seulement 300 ans. Le plus intéressant reste le coffre-fort récupéré par la Fondation. Découvert en 2008, le coffre-fort ne montre aucun signe de vieillissement. Les composants en fer à l'intérieur n'ont absolument pas rouillé. Dedans, tous les objets semblent eux aussi anormaux. Il y a des balles de mousquet, des balles de revolver, un chapelet, des daguerréotypes et un journal appartenant apparemment à un homme nommé Pendleton Tweed, un adjoint du shérif vivant dans la ville. Cet artefact a été crucial pour reconstituer ce qui s'est passé à Temperance lors de sa disparition. Bien que ces entrées soient assez courtes, elles dressent un tableau utile pour comprendre les événements qui se sont déroulés. Au cours de 2 semaines, la ville a été progressivement ravagée par un certain nombre de dinosaures avec une intensité croissante. Les témoignages font état de la présence de raptors, de tricératops et bien sûr d'un affrontement spectaculaire avec un Tyrannosaurus rex. On ignore encore combien de temps les habitants ont survécu après cet incident. Il n'existe que 2 entrées après la mort du shérif lors de son combat contre le dinosaure colossal. Dans chacune, l'adjoint Tweed paraît de plus en plus fervent religieusement. Il écrit des prières à Dieu et consigne des expériences religieuses où il sent qu'il se rapproche de son Créateur. L'entrée finale parle de lui qui sort, lève les yeux vers le soleil et ressent la présence de Dieu à ses côtés. Les chercheurs ont émis l'hypothèse qu'aucun des habitants du village n'aurait survécu longtemps après ce point, car les effets de l'empoisonnement à l'oxygène se seraient manifestés, puisqu'ils respiraient une atmosphère beaucoup plus riche en O2 que ce pourquoi leur corps était conçu. Cela, associé à la menace de la mégafaune qui les entoure, ainsi qu'à des réserves limitées de nourriture et d'eau potable, annonce un sombre pronostic pour la population de Temperance. Le site de fouille est solidement protégé par la Fondation qui l'utilise pour étudier des restes de dinosaures et approfondir nos connaissances sur ses anciens voisins. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior dès maintenant. Allez maintenant regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-6198 le Dieu Noir Tchernobog.